Bien, bonjour. Donc, deuxième cours de psychologie. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de la sémiologie. Alors, je ne vais pas faire l'économie de la référence étymologique, donc, étude des signes. Mais avant d'aborder directement l'inventaire de ces signes, il y a un certain nombre de choses préalables à poser, enfin, des points, j'ai réfléchi un peu comment définir ça. C'est pas d'emblée comme ça aborder les signes, c'est des points qui font que l'inventaire de ces signes est circonstanciel. C'est-à-dire que c'est au moment où, dans l'entretien, on écoute la personne que les signes prennent un sens ou une valeur. Donc, déjà, je dirais qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'un signe ? Le sujet qui vient parler nous dit, dans le fond, sa vérité. Et dans cette vérité, c'est à nous d'extraire des éléments qui vont nous éclairer sur sa position, on va dire, son rapport au monde. Qu'est-ce qu'un signe ? Alors, un signe, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui est là. On pourrait dire presque... On pourrait parler de la clinique du regard, clinique de l'oreille, voilà, sans aller plus loin. Mais pour nous, cette émergence des signes, elle est dans un espace donné. Donc l'entretien, qui lui est, comme je l'ai dit dans la présentation de mes cours, il a un cadre juridique, administratif qui le conditionne. Je rappelle au passage que je n'aborderai pas la sémiologie dans les visées psychothérapeutiques ou psychanalytiques. Nous sommes ici dans un cadre de psychologue qui a une mission pour une administration, que ce soit l'hôpital, l'autre fois j'ai oublié de parler de l'école, que ce soit pour un CMP, ça peut être aussi, dans les services sociaux, les maisons départementales, les MDPH, mais aussi judiciaire plutôt, pardon, donc pour une mission d'expertise dans le cadre d'une étude de la victime ou du prévenu. Bon. Donc, on doit d'abord interroger la nature du signe. Qu'est-ce qu'un signe en soi ? L'autre point qui m'est apparu, qu'il faut traiter d'emblée, c'est est-ce que l'anamnèse est un signe ? Alors, est-ce qu'on accorde un crédit à l'anamnèse ? Oui, si cette anamnèse nous sert à être dans un discours qui interroge le sujet. Si nous nous servons de l'anamnèse en tâche de fond, à l'arrière, c'est-à-dire sans qu'on puisse aller avec le sujet interroger ce qu'il en est, de ce qui est dit, de ce passé et autres, qui nous est rapporté ou par lui, ou par des papiers qu'il a fournis, c'est-à-dire certificat d'hospitalisation, rencontre avec des psychiatres, rencontre avec des experts et ainsi de suite. Soit effectivement on accorde un crédit à tous ces documents et on dit l'autre a raison, et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de voir la personne en face, soit on se dit je l'écoute et je veux entendre ce qu'il a à dire de ce qui a été entendu dans ce qu'il a dit auparavant. Voilà. Donc oui, l'anamnèse est à prendre comme un signe à partir du moment où elle est réintroduite dans l'entretien. Et non, si elle reste effectivement dans une sorte de satisfaction, d'assurance, l'autre a fait son boulot, voilà, point. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'exister, on dit, à la limite, on prend un magnétophone, où on prend et on donne ça, voilà, on fait le rapport sur les écrits de l'autre. Bon. L'autre, alors ça c'est important pour moi que l'anamnèse soit toujours réinterrogée dans l'instant de l'entretien. Ensuite, dans les signes, est-ce que quelqu'un qui parle dit la vérité ? Tout à l'heure, j'ai laissé un peu fuser la chose, le sujet dit sa vérité. On n'a pas à interroger de savoir si elle est vraie ou pas, mais on part
de ce postulat, il dit sa vérité, d'autant que lui aussi, il sait où il va parler. Il n'est quand même pas idiot pour ne pas savoir qu'il vient vous voir dans des conditions que lui aussi connaît. S'il vient dans un service social, s'il vient à l'hôpital, s'il vient en CMP, s'il vient en MDPH, s'il vient au tribunal, il sait où il vient. Donc sa parole, ses dires vont être pris dans cette lecture, dans ces conditions de parole. Donc il dit sa vérité dans ces conditions de parole et dans le cadre. Voilà. Donc comment nous, on doit entendre dans cette vérité qui est la sienne, quelque chose qui fasse vérité pour la mission qui nous est donnée. C'est-à-dire, si on doit, à partir de notre écrit, à partir de notre lecture, faire valider une demande ou une position. Donc quels sont nos outils? Nos outils, je vous l'ai dit, c'est écouter et regarder. D'abord, on va parler du écouter. Écouter, est-ce que c'est quoi? C'est écouter le sens, écouter le mot, écouter la phrase, je dirais l'ensemble. Le sens est important. Non, je n'accorderai pas un crédit au sens absolument, mais le sens est important. Quand quelqu'un vient vous parler que dans sa phrase, il construit quelque chose qui vous paraît insensé, c'est interrogeable. Mais de la même façon, vous pouvez vous interroger sur la structure sensée de ce qu'il est en train de dire par rapport à des questions que vous lui posez. Au passage, dans une vidéo, dans un cours, j'aborderai la question de, des modalités de conduite des entretiens. Parce que on lit plein de choses, on nous a dit plein de choses, il y a eu des époques, il y a eu des modes, il y a eu des styles, il y a comme ça des choses qui circulent sur... Bon, on y reviendra. Donc, le sujet vient nous parler et nous l'écoutons. Donc, ce sens est interrogeable et l'insensé est tout autant interrogeable. Ensuite, la phrase. Nous devons être sensibles à la structure de la phrase, à sa cohérence, à son agencement, à la façon dont le sujet va amener tel ou tel argument. Et puis on est sensible au fait que la redondance des termes, les formules idiomatiques, les tics langagiers, les tics verbaux, ce sont des choses qu'on doit noter. C'est-à-dire on a une sorte de surface un peu sensible qui, comme pour une photographie, et qui prend tous les petits points comme ça. On va les laisser mijoter, c'est nous qui les gérons après. Et puis il y a le mot dans la phrase. Et ça aussi c'est important parce que vous pouvez avoir comme ça une phrase qui est le sujet parle. Tout d'un coup il y a un mot qui vous paraît presque à sa place, mais en même temps il est interrogeable. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce mot? Et on s'aperçoit que derrière ce mot, il y a quelque chose du sujet qui est dit. Je me suis dit que dans le fond, le mot sert à dévoiler et en même temps à voiler. C'est-à-dire le sujet parle, il se dévoile tout en se voilant dans les mots qui lui servent dans le fond de représentation, de représentant. Donc notre travail va être d'avoir cette capacité globale d'entendre la phrase, le sens, le mot, voir un peu comment tout ça est agencé par le sujet. Un autre point sur lequel je reviendrai dans un cours, c'est la question du cadre. Car il est très intéressant de voir comment un sujet, oui, je peux en dire quelques mots là, mais comment un sujet s'insère dans le cadre que vous avez mis en place. J'y reviendrai peut-être par des exemples plutôt que par un cours précis. L'autre point, c'est est-ce qu'on accorde un crédit à ce que, pour beaucoup, le langage non verbal a de valeur,
de valeur de vérité, où il faut écouter le langage non verbal. Pour tous ceux qui ont étudié sur le langage non verbal, on sait qu'il avait une utilité quand il a été créé pour des raisons très particulières dans les échanges politiques. C'était Édouard Thibault, quand il a travaillé sur la proxémique, c'était surtout dans ses visées pour former, pour étudier le langage non verbal en fonction des cultures, les espaces, les distances. Est-ce que dans un entretien comme ça, nous avons à en tenir compte? Ça ne fait pas valeur de vérité, mais il apparaît. Alors, je ne ferai jamais un inventaire, il n'y a pas d'inventaire du langage non verbal, comme une écriture, une sémiotique, comme ça, non. Par contre, il est tout à fait notable de voir comment un sujet va se positionner, effectivement, dans l'entretien. Il y a un point quand même important, c'est que l'expérience nous amène à repérer que certains sujets, quand ils parlent, le mot n'est pas décollé de la chose. Là, on peut parler de plein de choses qui sont absentes. C'est le propre même du langage, c'est qu'on peut parler d'objets qui sont dans le mot, dans le signifiant, comme on dit, mais qui ne sont pas dans la réalité, si ce n'est réalité psychique. Bon. Mais le mot, comme on dit, c'est la mort de la chose. Pour certains, on voit bien que le mot n'est pas la mort de la chose, mais qu'au contraire, la chose est là, incrustée dans le mot. Donc là, on peut dire, alors je ne sais pas si ça rentre dans le langage non verbal, mais en tous les cas, par exemple, ce qui est dit souvent comme image pour rappeler les choses, quand quelqu'un dit « j'ai les nerfs à fleur de peau », c'est une image. Et quand vous avez un sujet qui commence à dire « j'ai les nerfs à fleur de peau » et puis qui se frotte la main, vous pouvez dire « tiens, est-ce que là on est devant quelqu'un qui est en train de faire une monstration, une sorte d'hystérisation ?» Pour certains, vous avez une vérification, c'est-à-dire le doute est là, l'incertitude est là, et nous verrons que ça peut rentrer dans des signes qui ont à voir avec des délires autour du corps, des angoisses de morcellement, des choses comme ça. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire à la fois le corps, on y accorde une place, mais on ne lui donne pas valeur de vérité. Il n'y a pas de signe pathognomonique dans le discours, dans les signes, que nous pourrions repérer. En neurologie, oui, mais pas en psychologie, pas dans les entretiens en psychologie. Voilà. Donc, nous allons aborder la notion de sémiologie dans la 3e vidéo. C'était ce préalable encore nécessaire pour arriver petit à petit au signe. Donc nous allons structurer ça, je vais vous le préparer en organisant de façon classique les différents classements, psychose, névrose, bouffée délirante, voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur un peu d'histoire de la psychopatho. En tous les cas, il est clair que l'incidence freudienne est prédominante dans la lecture que nous allons faire de la sémiologie, de son classement en œsographie, et ainsi de suite. Donc voilà. Je vous préparerai aussi d'autres vidéos sur des questions, parce que je me suis dit, bon, on va arriver très rapidement à faire les cours sur la sémiologie, sur les cours de psychopatho, ça va aller, quelques vidéos, on va y arriver. Mais en même temps, on est confronté de plus en plus à des invasions discursives, où par exemple, la notion de TOC, qui est installée depuis un moment, ça fait au moins plus de 15 ans que les TOC ont envahi le marché de la psychologie, parce que c'est un marché. Nous avons un certain nombre d'autres pathologies qui arrivent, comme par exemple les SISM, les fibromyalgies, les troubles bipolaires, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, le burn-out,
Donc, ah oui, celui le plus important mais que j'allais oublier, la question de la dépression. J'ai parlé des troubles bipolaires, mais ça c'est autre chose. Mais la question de la dépression. Et nous, psychologues, sommes au premier rang parce que l'artillerie lourde est sortie, où les laboratoires travaillent avec la psychiatrie pour agencer une pathologie organique cérébrale qui, normalement pour eux, est, comment dire, la vérité sur la maladie mentale. Donc, nous, psychologues qui n'avons que la parole comme moyen d'échange avec l'autre, nous avons à déployer une grande rigueur pour faire le contrepoids au discours médical qui, pour l'instant, n'a pas bougé d'un iota sur la certitude de sa place. Bon. Ça, c'est ma position politique. Donc, nous allons travailler ensemble. Merci pour cette écoute de la deuxième vidéo. Je prépare la suivante. Au revoir.